Jon Snow revient, Jon Snow revient, Jon Snow revient parmi les tiens. Ah, j'avais zappé qu'on pouvait faire ça, c'est vrai. J'avais zappé. Ouais, alors cet épisode un peu gênant sur certains points, mais que j'apprécie quand même. On va parler, pour commencer, de Arya, une fois de plus, parce qu'il n'y a rien de spécial à dire. Elle continue d'être une mendiante aveugle. Il y a l'autre fille qui est réelle ou pas, ou est-ce que c'est encore une fois de plus Jaqen, je sais pas trop, c'est pas super clair, et qui vient l'attaquer avec son bâton. Elle se prépare un peu mieux, mais elle peut toujours pas la battre. Et une fois qu'il voit sa détermination, une connerie comme ça, il y a Jaqen qui le stoppe, après que la fille soit disparue. C'est-à-dire qu'elle se bat encore, mais la fille, elle s'est barrée rapidement, l'autre fille, ou alors c'était Jaqen depuis le début qui a juste changé d'apparence, ou je sais pas quoi, et il attrape son bateau en lui disant des trucs, ah, si tu me dis ton nom, je te soignerai les yeux, je te donnerai un toit, tout ça. Il dit non, une fille, elle n'a pas de nom. Elle dit plus personne, je suis une fille. Comme lui disait un homme, donc elle parle totalement comme lui maintenant. Ok. Et oui, après avoir refusé de dire son nom alors qu'il lui a promis gîte et, et santé des yeux si elle le faisait, si elle a passé le test ou je sais pas trop quoi, et donc elle doit le suivre. Voilà. Ok. Je suis désolé, hein, ça se trouve, il y a des gens qui sont fans du truc, c'est mystique, tout ça. Moi j'ai l'impression que c'est une perte de temps ce truc. Elle est censée apprendre quelque chose de particulier à part une espèce d'humilité que je pense elle a dû apprendre avant quand même. Je pige pas trop le délire. J'avoue que je pige pas trop le délire, je vois pas trop à quoi ça sert. Alors qu'à côté, on va enfin suivre Bran après une saison et un épisode. 11 épisodes sans lui, on le revoit enfin. Et ça fait plaisir après donc qu'il a passé plusieurs temps à s'entraîner, une certaine période un peu indéterminée. On voit que le père Fouras s'est totalement rasé et maintenant il a un visage totalement différent. Je suis même pas sûr que ce soit le même acteur. Peut-être, peut-être pas, je sais pas trop. Mais oui, maintenant qu'il s'est totalement rasé et qu'il a le crâne très court, la coupe très courte. Oui, c'est plus du tout la même personne. Je sais pas pourquoi, mais bon. J'ai le sentiment que c'est pas le même acteur. Certes, je me plante royalement. Et donc, ils ont une espèce de transe commune pour s'entraîner d'une quelconque façon à maîtriser le pouvoir de Bran. C'est pas super clair pour l'instant, mais vous savez quoi, sur le principe, je trouve ça un chouïa plus acceptable que ce qu'ils ont fait sur Arya. Pour l'instant, on verra un peu comment se traduira par la suite. Et donc, ils sont dans une transe mutuelle où il revoit totalement le passé de sa famille Bran. Il voit le moment où son père, son oncle étaient jeunes. Et donc, ouais, c'est un effet très nostalgique, les temps pacifiques où tout allait bien. Apparemment, oui, donc c'était à l'époque où le roi Targaryen n'était pas devenu totalement taré, je pense, semble-t-il, je pense que ça doit être ça. Et donc voilà, ils sont contents à Winterfell et tout. Il y a même à un moment donné la tante Lyanna, c'est ça, si je me trompe pas, qui passe, donc voilà, il y a une petite dynamique entre frères et sœurs. Et on voit même que Hodor était là. Il avait à peu près le même âge qu'eux et ouais, apparemment c'était un garçon normal, donc c'était quelqu'un de super bien bâti parce qu'il a du sang de géant d'après ce qu'on dit, mais sinon il parlait normalement, il avait l'air d'être quelqu'un d'aussi loquace que n'importe qui, et donc on se demande un petit peu comment ça a pu se passer. Voilà. C'était un bon retour en arrière, une bonne vision du passé, qui rappelait à Bran le bon temps, un petit peu qu'il a vécu, puisqu'il y avait un parallèle facile à faire, et il y a le mec qui dit ouais, ne reste pas trop là-dedans, faut pas que tu te noies là-dedans. C'était assez fort, et ça crée une espèce de petit mystère autour de ce qui a pu arriver à Hodor, comment est-ce qu'il a pu perdre la voix, et j'espère qu'on aura une réponse à ça. Au passage, vous créez un petit mystère qui est très sympathique, j'espère qu'on aura une réponse, ne serait-ce que rapide à ça. C'est tout ce que j'espère, s'il vous plaît. Voilà, sinon il y a un autre personnage qui les observe, c'est une espèce de dryade. Genre c'est une fille, mais qui est très verte et qui est pas totalement humaine, semble-t-il. Est-ce que c'est l'enfant qu'on avait vu à la fin de la saison 4 ? C'était une dryade, je sais pas trop, c'est bizarre ça pour l'instant, je vous cache pas. Et on voit que Mira, donc la grande sœur de Newt,
est un petit peu démoralisé et pas aussi optimiste qu'eux, déjà parce qu'on sent que la mort de son frère la pèse un petit peu, et parce qu'elle se rend compte que ça fait des lustres, je sais pas trop combien de temps qu'ils sont ici, et qu'ils ne font rien activement. Donc elle s'impatiente un petit peu, c'est un petit peu logique. Donc voilà, c'est une bonne amorce, un bon début de nouvel arc pour Bran, et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, donc c'était rafraîchissant de voir ça, je ne cache pas que c'était très rafraîchissant de voir ça. Du côté de Sansa, ils ont une petite discussion avec Brienne, donc qui a aperçu Arya, donc elle est au courant maintenant, ils se mettent un petit peu au courant, et donc c'est sympathique de voir qu'on fait gaffe à ça, et Theon se dit oui, avec eux maintenant pour vous protéger, vous n'avez plus besoin de moi, et je n'ose pas revoir Jon en face, quand on sera à Château Noir, après tout ce que j'ai fait, après avoir trahi Robb, après avoir fait tout ce que j'ai fait, même si je n'ai pas tué Bran et je sais plus son nom à nouveau, l'autre type, le frère Stark dont tout le monde se branle pour l'instant, même si je les ai pas tués ces deux-là, j'ai quand même beaucoup de choses à me reprocher, donc j'oserais jamais le voir, donc il dit je me barre. Si vous pouviez m'accorder un cheval, je repars chez moi, et semble-t-il ça ne dérange pas, enfin, je sais pas, ça se termine là. Voilà, c'est un petit moment rapide histoire de dire la nouvelle situation, et Theon ne va pas rester parce qu'il a trop le poids de sa culpabilité sur sa conscience. Même si apparemment Sansa lui a pardonné, et après ce qu'ils ont vécu, il y a un petit truc entre eux, quoi. Elle a de nouveau un peu d'affection pour lui. C'était pas trop mal. Après, ouais, j'imagine qu'il veut retourner chez les siens pour faire ce qu'il aurait dû faire dès le départ, c'est-à-dire convaincre un peu les siens de s'allier aux Stark, de faire en sorte que ce qui reste des Stark puisse avoir le pouvoir, ce genre de choses, comme il aurait dû le faire depuis le début. Je pense que ça marchera pas. Je pense que c'est un petit peu l'expiation qu'il essaye d'atteindre avec ça. Je pense. Sinon, je vois pas pourquoi déjà Sansa le laisserait partir s'il n'y avait pas un peu de ça. Parce que je vois pas, très bien, je me mets avec vous pour qu'on domine le Nord et qu'on bute tous ceux qui seront face à nous, même les Stark. Ça me surprendrait un petit peu. Je pense qu'il veut se mettre... retrouver les siens, les Greyjoy, pour pouvoir être d'une certaine aide aux Stark indirectement en étant là où il pourrait encore avoir une chance d'avoir de l'influence. Je pense que c'est ça. Mais bon, si ça se trouve, je me plante royalement, allez savoir. D'ailleurs, du côté des Greyjoy, on revoit Yara et son père. Punaise, là aussi, ça faisait longtemps. Mais dites donc, c'est l'épisode des retrouvailles. Wouh! Ça fait 2 saisons et demie qu'ils ont servi à rien, ils étaient dans leur coin, ils branlaient que dalle. Maintenant on les revoit. Ça fait plaisir un petit peu, même si j'en ai un peu rien à foutre d'eux, je le cache pas à nouveau, mais ça fait un peu plaisir de voir qu'ils sont pas été oubliés non plus. Et donc ouais, il y a Yara qui se rend compte de leur situation fâcheuse où ils ont plus grand chose pour eux, quoi, ils ont été défaits. Elle parle de leur défaite à mode colline qui date de la fin de la saison 4. Donc commence à dater un petit peu ça, quand ça date un petit peu. Et ouais, ils ont une dispute par rapport aux actions qu'ils ont faites, et c'est là que le père Greyjoy sort un petit peu tout seul sur un pont suspendu dans son château et tombe sur un type un peu mystérieux, et on découvrira que c'est son frère, son jeune frère, dont on avait parlé avant ou pas, parce que je sais pas trop là. C'est le truc avec ce personnage, on essaye de mettre en avant un nouveau personnage un peu important, genre ce frère qui avait disparu lors d'une navigation pour faire je sais pas trop quoi, et pendant longtemps on a cru qu'il était mort, mais en fait il est pas mort. Et donc il vient pour dire que maintenant je suis un nouveau dieu de la mer, les hommes me craignent et tout ça, tu es trop vieux pour gérer la chose, donc il le bute en le balançant du haut du pont. Et ouais, je dis pas que l'acteur essaye pas de bien faire passer ça, mais j'ai du mal pour l'instant, quoi. C'est de nouvelles informations que vous me balancez cash comme ça, genre, j'ai du mal à être énormément pris dedans, je le cache pas, c'est un peu le souci, mais ouais, ils le mettent bien en scène, je le nie pas, il y a Yara qui voit le cadavre de son père, qui se dit, la personne responsable de ça souffrira de mon châtiment, et tandis que les responsables
lui disent qu'elle peut pas être la nouvelle reine du Fort Greyjoy parce que c'est pas comme ça, on n'accepte pas les femmes comme ça. Il y aura une élection, étant donné qu'il n'y a pas d'autre héritier direct, étant donné que vous avez un vagin, il y aura une élection et peut-être que vous serez la première reine, sait-on jamais. Voilà, hein, apparemment. Hein. Ok, pour l'instant c'est une amorce pas inintéressante, le problème c'est que, ouais, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus, depuis le début j'ai jamais été grandement pris dans ces personnages, et le nouveau personnage il les balance et cache, donc je vous cache pas que je suis pas, waouh, qu'est-ce qui va se passer et tout. Mais bon, je suis quand même content qu'ils se souviennent de ça et qu'ils essayent de donner une suite et une fin à cette partie-là. Et pas qu'ils disent ah ils sont dans leur coin maintenant on n'a plus rien à foutre. Ah, c'est cool quand même. Et du côté des Bolton, là va y avoir pas mal de rebondissements un peu rapides. Ça c'est un des trucs qui me pose le plus problème parce que j'apprécie où ça veut aller. Je trouve que la façon dont ça y va est un peu rushée et un chouïa insultant, je trouve, à deux, trois moments. Enfin bon, on en parle tout de suite. Il y a Bolton et Ramsay qui parlent de leur défaite pour retrouver Sansa et Theon qui ont dû être aidés. Donc c'est un petit peu la merde. Et c'est là que, comme par hasard, je dis bien comme par hasard, ça tombe bien, le nouveau fils de Bolton naît. Genre, comme ça, c'est... Alors, je sais qu'on n'avait plus vu sa femme depuis un certain temps, donc j'imagine qu'elle était pas loin d'accoucher, mais la dernière fois qu'on avait annoncé ça, elle avait pas l'air tellement enceinte que ça. Et donc, Ramsay se sent mal et essaye de la jouer cool en disant ah, je suis content d'avoir un petit frère, et lui, que Bolton lui dit ah, tu resteras toujours mon premier-né, et Ramsay dit ah, super, tant mieux, et le poignarde. Voilà, alors Bolton a toujours été un petit peu con par rapport à Ramsay, hein, je le pensais depuis le début, ça. Dès la saison 4, je me suis dit, ouais, le fait de lui accorder autant sa confiance par rapport à ça, c'est pas super judicieux de sa part, hein. Bolton est un petit peu con, quoi, de lui faire confiance comme ça. Et sans s'attendre à ce qu'il se fasse poignarder dans le dos. Mais bon, le problème par rapport à ça, c'est même pas tant le fait que Bolton était con de lui faire confiance à ce point-là, c'est le fait que il est pas seul, Ramsay. Il y a un mec qui se charge un petit peu de la chose, d'avoir annoncé la naissance de son fils. Il y a un autre type des Karstark, c'est ça là, qui représente les Karstark, si je me souviens bien, donc ceux qui étaient en désaccord avec Robb dans la saison 3. Voilà, c'est ceux-là se disent merde, ok, très bien. Bon, on va laisser Ramsay devenir Lord Bolton et se dire ah, il a été empoisonné par nos ennemis, il n'y a aucun problème avec ce genre de traîtrise. Lord Bolton, Roose Bolton, on s'en fout. Alors c'est encore pire que Doran, pour moi, parce que au moins Doran, je peux comprendre pourquoi le peuple de Dorne se dirait ok, très bien. Ça, si il nous gonflait ce roi à être aussi couille molle, à être aussi chiffre molle, ok, je peux voir un peu d'où ça vient, mais là, le fait qu'on se dise merde, Roose Bolton, on s'en tape. Sur le coup, en tout cas, ça fait un peu gros, hein, je vous cache pas. Parce que bon, il n'inspirait pas autant de mépris, quoi. Il n'avait pas quelque chose qui pouvait inspirer autant de mépris de la part de ceux qui le dirigeaient. Pour se dire, ok, très bien, on s'en fout de lui et on passe au suivant. Je trouve ça bizarre. Après, je sais pas, peut-être que c'est moi qui ai une interprétation trop rapide, peut-être que par la suite, Ramsay devra gérer le fait que ses troupes n'ont pas confiance en lui parce qu'ils avaient confiance en Roose Bolton et c'est juste le dirigeant, le représentant de Karstark qui était pour lui. C'est pas impossible. Nous verrons. Mais bon, voilà, c'est là que Ramsay se dit très bien, je vais faire quémander ma belle-mère et mon petit frère pour les faire dévorer par les chiens. Et j'adore le fait que vous fassiez durer ça des plombes. Vous faites durer ce moment de traîtrise de Ramsay super rapidement envers Roose. Par contre, quand il doit se débarrasser de son petit frère et de sa belle-mère, alors on fait bien durer ça, mais un petit moment, histoire d'appuyer, oh, regardez, est-ce qu'il va vraiment oser faire ça? Mais oui, il va oser faire ça. C'est un putain de psychopathe, ce mec. Bien entendu qu'il va oser les faire dévorer. Donc le moment où on met en place cette espèce de suspense, et il marche lentement vers un endroit où il dit qu'il va les amener à Lord Bolton et où on voit les chiens, la cage des chiens, et où la femme se rend pas compte tout de suite de ce qu'il veut faire parce qu'elle est très lente à la détente, faut avouer quand même, hein, cette femme. Je me dis oui, bien sûr qu'il va les buter, évidemment.
Et oui, vous êtes censé me faire trouver ça horrible parce qu'il fait dévorer un enfant qui vient de naître à mort et tout et tout. Je veux dire, ouais, j'ai déjà vu des tonnes de trucs comme ça avant. L'ambiance de la série rend pas ça si extraordinaire, je vous le cache pas, et ouais, le fait de faire durer ça autant, pour moi, ça traînait en longueur pour rien, pour juste dire, ah, regardez à quel point on est horrible, on fait des vrais vivants à un bébé, ah ah ah. Je l'avais vu venir. Honnêtement, je pense que ça aurait été plus efficace, vraiment plus fort si vous aviez pas montré ça aussi, de façon aussi directe et insinué ça rapidement. Genre, ouais, c'était juste la petite formalité en plus pour lui. Mais le fait qu'on appuie ça autant, j'ai trouvé ça un peu grossier. Hein, pour bien dire, ah, regardez comme c'est grave. Ouh. C'est un peu trop gros pour moi, je vous cache pas. Hein. C'est pas mauvais non plus, hein, mais un peu trop gros la mise en scène pour moi. Bon, il nous reste à voir pas mal de trucs. Il y a énormément d'arcs dans cet épisode. Je crois qu'on se centre sur à peu près tous les personnages qui existent. Donc, il nous reste à voir ce qui se passe du côté de Myrrine. Où on va pas suivre Daenerys, donc on va pas voir Daenerys, mais on va avoir quelques petites conversations sur comment gérer les dragons qui restent à Myrrine, qui ne veulent plus se nourrir parce que leur maman n'est pas là. Voilà, donc ça fait un certain temps que c'est mis en place, ça. Et oui, apparemment, ça fait plusieurs jours, un truc comme ça. Et c'est là que Tyrion a l'idée, et si on le libérait, un dragon qui sent qu'on n'a pas confiance en lui, ça aura pas autant de résultats qu'un dragon qu'on laissera en liberté faire ce qu'il veut. Alors, juste un truc par rapport à ça. Alors, t'étais pas présent. Donc, je t'en veux pas trop, Tyrion, mais la raison pour laquelle Daenerys a fait ça, c'est parce que ces dragons étaient trop libres et n'hésitaient pas à cramer les propriétés et les gens et qui ne leur avaient rien demandé. Et c'est pour ça que Daenerys les avait fait enchaîner. Hein, et apparemment, tu balayes tout ça d'un revers de la main et les gens sont d'accord avec toi. Apparemment, hein, Vert, Gris et Missandei se disent ok, très bien, on laisse faire. Tandis que, ouais, il y a un moment qui est assez fort en soi si on le prend totalement indépendamment, mais qui est un peu grossi aussi autour de Tyrion, qui approche les dragons en leur disant des mots doux, en disant qu'il respecte beaucoup les dragons, qu'il a toujours voulu un dragon quand il était jeune, tout ça. Et apparemment, il gagne leur confiance en se montrant calme et prévenant les approchants pour les libérer. Et voilà, vraiment chapeau bas à l'acteur qui essaye vraiment de son mieux de faire passer ça avec sa réaction, avec son approche, etc. Et avec le petit mot rapide, le petit mot léger de la fin. La prochaine fois, Varys, lorsque je proposais un truc comme ça, assommez-moi. Parce que ouais, c'était super tendu pour lui. Alors il essaye de bien faire passer la scène indépendamment, mais n'empêche que ces dragons-là étaient super violents envers Daenerys avant même qu'ils les enchaînent, qu'elle les fasse enchaîner. Mais maintenant, ils arrivent à accepter l'approche douce de Tyrion, qu'ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam, c'est la première fois qu'ils le voient. C'est pas un peu bizarre, cette espèce de deux poids deux mesures qu'ils ont? Je piche pas trop, je vous cache pas. Enfin bon, voilà, ils sont libérés et peut-être qu'ils aideront Daenerys. En sortant, ils pisteront l'ordre de leur mère ou une connerie comme ça. Je sais pas trop, je vous cache pas, j'ai du mal. J'ai un peu de mal, quoi. Cette décision est bizarre. Très bizarre. C'est un peu en contradiction avec ce qui était mis en place avant, je vous cache pas, et ça sort un peu comme un cheveu sur la soupe. J'ai du mal à être pris dedans. C'est bien mis en scène, à nouveau, Tyrion fait bien passer le texte qu'on lui donne, mais... Enfin, l'acteur qui joue Tyrion, Peter Dinklage, mais j'ai du mal, je vous cache pas, j'ai du mal avec cette décision sur le coup. Il reste à voir ce qui se passe à Port-Réal, où Cersei s'est fait un nouveau garde du corps personnel en la montagne Bane, c'est Bane la montagne. Bon, après, je parle de Bane, la version de Batman et Robin surtout, hein, parce que... c'est plus ou moins ça, mais ouais, c'est une espèce de gros guerrier ultra musclé avec les produits chimiques qu'on lui a mis, c'est trop peine sur le principe de base, quoi. Voilà, et donc il y a un petit passage un peu gratuit, mais ok, où il y a un mec qui salit le nom de Cersei en public et où la montagne lui écrase la face contre un mur après. Histoire de dire, on rit pas impunément de Cersei après ce qui lui est arrivé.
qu'il était présent, il espionnait un peu la ville pour ça, je sais pas trop, c'était un peu bizarre, mais bon. Et ouais, sinon c'est son garde du corps, il est toujours là auprès d'elle maintenant. Ok. Tandis que ouais, c'est l'enterrement, la cérémonie pour la mort de Myrcella. Et Tommen a un petit peu demandé à ce qu'elle ne sorte pas du château parce qu'il a un peu peur pour elle. Tommen avec qui j'ai un petit peu de mal, pas tant dans l'écriture, mais dans le jeu d'acteur, je vous cache pas. Et c'est un peu bizarre parce que dans la saison précédente, je trouvais qu'il faisait très bien le boulot, mais là j'ai un peu de mal. Donc ouais, Tommen donc laisse pas sa mère partir, il a un petit peu peur, il a honte de lui-même pour avoir été une chiffre molle et d'avoir rien foutu durant la saison précédente. Et je pense que c'est à raison qu'il le pense. Et ouais, quoi, il discute un petit peu avec son père, enfin son oncle Jamie, mais c'est son père aussi, aux funérailles de Myrcella où il y a que deux. Il discute un petit peu avec sa mère en disant ah je m'en veux tellement d'en avoir rien fait quand ils vous ont pris, j'aurais dû être beaucoup plus actif. Est-ce que vous pourriez m'apprendre à être plus fort s'il vous plaît? Et le truc, durant toute cette période-là, il a cette espèce de face un peu renfrognée, genre, je me contiens pour avoir une émotion, parce que j'ai le sentiment qu'il n'a pas été super bien dirigé en fait. Peut-être que dans les autres épisodes, avant où il jouait bien, il était bien dirigé. J'ai le sentiment que la personne qui a fait cet épisode, qui a réalisé cet épisode, a pas été à fond là-dedans, n'a pas su bien le diriger l'acteur pour bien faire passer ça. Mais oui, il a toujours la même expression un peu. Maman, il passe moyennement en tant qu'acteur, c'est assez bizarre. Je vous cache pas, quand on voit que l'acteur se débrouillait très bien avant. Je trouve ça un petit peu étonnant. En tout cas, ouais, il y aura une petite scène aussi entre Jamie et le grand moineau. Lors des funérailles de Myrcella, où ils se voient un petit peu face à face, où Jamie, bien entendu, lui en veut beaucoup pour ce qu'il a fait à sa sœur, c'est un petit peu évident, et où ils appuient bien un petit peu ce qu'ils pensent l'un de l'autre, le grand moineau qui a conscience qu'il a des tares, mais il essaye vraiment de représenter le petit peuple, etc., et tout le monde aura à répondre de ses actes à un moment ou à un autre. À nouveau, tu dis ça alors après tout ce que tu as fait à Marjorie, qui honnêtement est la personne qui mériterait le moins de se faire, de subir ce que tu lui fais subir après ce qui s'est passé, mais bon. Voilà, c'est un petit moment qui appuie une fois de plus le personnage, tandis que Jamie était à deux doigts de le tuer, mais il y a sa foi militante qui est présente aussi, et donc voilà, ils vont pas plus loin. Alors que techniquement, ouais, la foi militante pourrait le capturer pour ce qu'il a fait, d'autant plus que lui-même avoue les crimes qu'il a fait. Oui, j'ai tué un roi pour qui j'avais prêté serment, j'ai tué mon cousin, et tout, ouais, pourquoi vous me faites rien? Sait-on jamais, peut-être que le grand moineau prévoit de le faire capturer à un moment ou à un autre, pour ça. Nous verrons bien. Mais voilà, c'est l'histoire d'appuyer le personnage une fois de plus. Et j'en sais rien, est-ce qu'il va durer jusqu'à la fin celui-là? Je m'attendais vraiment à ce qu'il dure, que ce soit une espèce de grand passage de la saison 5 seulement, mais apparemment ça va durer au moins jusqu'à la fin de cette saison 6, comme c'est parti, et c'est on jamais peut-être plus loin. Enfin, on verra. Il n'est pas intéressant du tout à nouveau, hein, je le dis, hein, c'est un antagoniste très intéressant sur le principe. Tout ce que j'espère, c'est que la façon dont il sera géré sera satisfaisante. C'est tout ce que j'espère. En tout cas, il nous reste à voir le segment autour de Château Noir et de Jon Snow. Bon, alors déjà, on est toujours dans la situation où Thorne s'apprête à un petit peu massacrer Davos et les quelques soldats encore fidèles à la mémoire de Jon Snow, mais ils sont sauvés de justesse par Ed qui arrive avec les renforts, tous les sauvageons qui ont été libérés, tout ça, et sans vouloir être vexant, j'ai un peu de mal avec ça, dans le sens où, après tout ce qu'ils ont enduré pour protéger leur forteresse contre les sauvageons justement dans la saison 4, le fait que ça se résolve aussi vite, genre il y a un géant qui défonce la porte, ils sont trop nombreux et donc les soldats de la garde de nuit qui sont pas du côté de Jon Snow se rendent rapidement. Waouh! Ça atténue un petit peu la force de la chose qu'il y avait dans l'épisode 9 de la saison 4, je trouve. La force de ces gens qui sont défendus jusqu'au bout pour remporter la victoire. Mais à nouveau, je trouve que cette traîtrise, honnêtement, c'est ça qui me gêne le plus, quoi.
la traîtrise, la façon dont c'est amené, le timing par rapport à ça, je trouvais que c'était mal foutu une fois de plus à la fin de la saison 5, et j'en démordrai pas, hein, ça c'est évident. Mais bon, voilà, ils sont capturés et tout, après ce qu'ils ont fait, et il y a Tormund qui voit un petit peu le corps de Jon Snow en se disant « Ah, zut, il va falloir qu'on le brûle maintenant avec ce qui s'est passé. C'est cool qu'ils se souviennent de ça, oui, c'est bien de brûler les cadavres !» Des gens qui viennent de crever pour pas qu'ils se transforment en zombies des marcheurs blancs. Mais c'est là que Davos a une idée et vient discuter avec Mélisandre qui a repris sa forme jeune. Donc apparemment cette espèce de forme vieille c'est une forme qu'elle prend avant de se coucher, semble-t-il. Genre elle redevient jeune mais lorsqu'elle est éveillée. Apparemment, je sais pas, c'est un petit peu bizarre mais semble-t-il c'est ça. Est-ce que quand elle était enceinte, elle redevenait vieille ou alors la magie de sa grossesse lui permettait de rester jeune en dormant aussi? C'est un petit peu bizarre, hein. J'espère qu'on expliquera un petit peu ça, hein, cette histoire de « Ah, je deviens vieille en dormant et j'en deviens jeune, sinon... J'espère qu'on expliquera un petit peu. Donc, ouais, il y a Davos qui vient la voir en lui disant « Hey, est-ce que vous auriez pas un sort pour permettre à Jon Snow de revenir parmi nous ?» Comme ça. Genre, oui, votre maître de la lumière, il a permis des tonnes de trucs, hein, pourquoi pas de ramener quelqu'un à la vie. Alors, un truc par rapport à ça. Alors, oui, je sais, ça a été dit, bien clairement montré dans la saison 3, et j'ai pas particulièrement tiqué, c'est vrai sur le coup, parce que, ouais, ça semblait être une espèce de lien particulier, quoi. C'était genre un espèce d'élu du maître de la lumière qui devait mettre en place ce qu'il voulait faire passer, c'est en luttant un petit peu contre le pouvoir en place et tout et tout. Je sais plus comment ça s'appelle, la fraternité, c'est ça. Excusez-moi aussi de pas avoir en tête absolument tous les trucs qui sont mis en place, surtout quand on n'y fait plus mention depuis 2 saisons et demie aussi, hein. Depuis la fin de la saison 3, on les cite pas une seule fois la fraternité, hein, donc... Ouais, je m'en souvenais plus, excusez-moi. Mais ouais, quoi, il me semblait que c'était juste parce que c'était une espèce d'élu particulier avec qui le mec en question, le prêtre de la lumière, avait un lien particulier, quoi. Il devait représenter quelque chose. Donc, ouais, je pensais pas que c'était non plus un sort comme ça qu'il pouvait faire à n'importe qui. Il pouvait pas ressusciter n'importe qui. Et apparemment, ça a l'air de vouloir l'amener dans ce sens-là. Apparemment, Jon Snow est quelqu'un de particulier, donc voilà. Mais oui, après l'avoir montré mort pendant un épisode et quelques, je me suis dit que ça avait l'air d'être bien parti pour qu'il soit réellement mort. Je m'attendais pas à ce qu'on ait recours à ce genre de ficelle-là. Ce genre de ficelle-là, oh, votre maître de la lumière, il a ce pouvoir-là. Et donc, oui, il va pouvoir ressusciter Jon Snow, bien entendu. En dépit du fait que ce mec n'a absolument aucune croyance pour ça et qu'il vénère les anciens dieux, quoi. C'est quelqu'un qui a juré allégeance aux anciens dieux. L'un des rares à avoir juré allégeance aux anciens dieux. Est-ce que c'est dans le livre ça? Vraiment, alors je suis vraiment curieux de savoir, hein, les gens qui ont lu le livre, et je suis très content de voir ça, il y a énormément de gens qui font les comparatifs, tu sais que dans le livre ça se passait comme ci, comme ça, je suis impatient de voir ce que vous direz par rapport à ça. Comment c'est dans le livre? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe ou pas? Parce que ça fait un peu bizarre pour moi, mais oui, Davos convainc Mélisandre qui, je rappelle, a un petit peu perdu la foi, mais il lui dit « Ah, vous avez quand même des pouvoirs importants, etc. Et même si vous croyez toujours par maître de la lumière, croyez en vos pouvoirs. » Et donc, elle fait son espèce de petit sort, et ils font le gros suspense de sa mère. Histoire de dire, oh, il va ressusciter ou pas? Donc elle fait son sort, il y a un petit suspense et tout, et ça a l'air de pas m'avoir marché. Donc tout le monde sort lentement de la salle en se disant, oh, c'est râpé, il n'a pas été ressuscité. Mais à la toute dernière seconde, alors qu'on se centre encore sur lui dans cette espèce de moment de mort, etc., et ben il se relève à la dernière seconde de l'épisode, ah, il a ressuscité. Est-ce que ça pardonne la fin de la saison 5? Non. Non. Alors, honnêtement, si c'est pour faire ça, j'ai qu'une chose à dire. Vous auriez pu faire en sorte qu'il soit à l'orée de la mort ou un truc comme ça, et qu'il se fasse soigner par la magie de Mélisandre, et à ce moment-là, ça aurait été un peu moins gros. J'aurais pu l'accepter un peu plus, mais là c'est juste, ouah, on a le sort de ressusciter quelqu'un, malgré le fait qu'il soit mort depuis un certain temps et tout. Ok. C'est ce genre de pouvoir, quand il est mis en place, et qui fait abuser.
pour moi. Le fait de pouvoir ressusciter les morts, ça a toujours été un pouvoir abusé dans une œuvre de fiction, même quand elle était fantastique, tout ça, parce que ça veut dire que rien n'a de poids si on peut ressusciter quelqu'un, s'il y a cette possibilité-là. Et c'est pas comme si on avait mis en place des circonstances ultra particulières. Techniquement, si ça avait été quelqu'un d'autre qui avait été tué, qu'est-ce qui a empêché particulièrement de mettre en scène ça de la même façon pour que cette personne soit ressuscitée aussi? Je veux dire, bien entendu, Jon Snow est super important, donc voilà, mais oui, maintenant qu'on a ce pouvoir-là, qu'on met en place ce pouvoir-là, ça fait abuser. Parce que la mort signifie beaucoup moins que ce qu'elle devrait signifier. Alors que pour moi, c'est important que la mort signifie quelque chose. Et c'est le problème, le plus gros problème, je pense, que j'ai avec Dragon Ball. J'aime toujours autant ce manga, j'adore ce manga, qu'on soit d'accord, mais j'ai pas non plus rien à redire dessus. Et le problème de traiter la mort de plus en plus comme une petite contrariété qui se règle comme ça a toujours été mon petit souci pour moi. Le petit souci au fur et à mesure du manga, surtout quand plus ça allait, plus les Dragon Ball se trouvaient comme ça en 2 temps 3 mouvements. Ce qui fait que plus ça a progressé, plus ça a été traité à la rigolade, la mort presque. Voilà, et dans Dragon Ball Super, du peu que j'en ai vu, j'ai l'impression que c'est encore pire à ce niveau-là. Donc, j'ai quelques problèmes avec ça, je vous cache pas, dans Dragon Ball, et le fait que maintenant on mette en place le fait qu'on peut ressusciter les gens comme ça, c'est un peu un problème. C'est un pouvoir trop abusé pour moi, ressusciter les gens comme ça. C'est comme le voyage dans le temps et ressusciter les gens. Pour moi, c'est les deux pouvoirs à vraiment utiliser qu'en dernier recours, vraiment dans des mises en place très particulières, dans un cadre fantastique, pour que ça ait vraiment un sens fort et que ça fasse pas abuser. Et là, ça fait clairement abuser. Et c'est un souci pour moi, je vous cache pas que c'est un souci pour moi. Mais oui, Jon Snow est bel et bien vivant maintenant, et donc je me suis plaint pour rien quand j'ai dit « c'est dommage qu'on le revoit plus, Ça change absolument rien au fait, au problème que j'ai avec sa mort à la fin de la saison 5, hein. C'est pas parce que vous défaites ça que tout d'un coup, j'ai plus aucun problème avec la fin de la saison 5 à ce niveau-là, hein. Ça change rien à ça. Mais bon, peut-être qu'on pourra jongler de façon intéressante là-dessus. Est-ce que, ça me fait poser presque la question, est-ce que c'est ce qu'ils avaient prévu en fait de le ressusciter comme ça? Ou est-ce qu'ils ont réagi par rapport à la réaction des fans de la série qui ont mal pris le fait qu'il soit mort à la fin de la saison 5 et se sont dit « Ok, on va rattraper le coup en faisant en sorte qu'il soit encore en vie après, d'une certaine façon. » Je me pose la question. Bien entendu, les responsables de la série vous diront toujours « Ah, mais on vous assure, elles étaient toujours prévues depuis le début, hein !» C'est comme un truc qu'on m'avait dit dans Once Upon a Time autour de... de la sorcière du magicien d'Oz, j'ai oublié son nom sur le coup, cette conne, lorsqu'elle revient à la vie comme ça et qu'on dit que depuis le début elle était vivante et que ça collait moyennement avec tout ce qui était montré par rapport à son statut de personne vivante qui se cachait, et il y a des gens qui m'ont dit mais tu sais, en commentaire les responsables ils ont dit que c'était prévu depuis le début, qu'elle était encore en vie, et j'ai du mal à le croire en fait, hein. C'est bien beau de dire ça, mais ça veut pas dire que c'est vrai. C'est pas parce que je dis c'était prévu depuis le début que tout d'un coup c'est vrai. C'est une façon facile de justifier quelque chose, mais c'est pas une preuve. C'est pas une preuve. Et donc, ouais, je sais pas, je me pose la question. Étant donné que ce coup-ci, ça se passe 2 épisodes après la mort de Jon Snow, c'est pas impossible que ce soit prévu, que ça a été prévu depuis le début, hein, ça je peux bien y croire, mais ça me fait quand même me poser la question. Est-ce que c'était vraiment prévu, ou est-ce que ils avaient sincèrement pensé à garder Jon Snow mort après ce qui s'est passé? Voilà, c'est la question que je me pose rapidement. En tout cas, ouais, il y a des choses qui me gênent dans la mise en scène, je vous cache pas, hein, c'est depuis 2-3 épisodes un peu ça, vous savez, toujours la même chose, quelques arcs qui sont pas intéressants, qui sont pas super bien mis en scène, mais quand même d'autres moments qui sont assez forts autour de certains personnages qui évoluent, tout ça, et globalement ça arrive à se compenser en quelque chose de pas trop mal, et c'était pareil pour cet épisode, c'est pas trop mal. J'espère que ça montera quand même un petit peu en qualité par la suite, c'est tout ce que j'espère. À bientôt pour l'épisode 3, bye.